Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le projet de loi de finances actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Et nous nous demanderons quel impact peuvent avoir un certain nombre d'amendements du projet de loi de finances sur les cryptos. Nous poserons la question à Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui restera dans la thématique du projet de loi de finances qui décidément a beaucoup d'impact en matière de gestion de patrimoine, puisque nous reviendrons sur l'éventualité d'un durcissement ou d'un assouplissement en matière de droit de succession. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Elliott Blum, avocat associé chez Luma Avocat, mais aussi Guillaume Essette, directeur associé de Gfineo. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur le marché de l'immobilier. Nous nous demanderons avec Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, s'il existe actuellement un effet ciseau en matière d'immobilier. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons décrypter l'impact d'éventuels amendements du projet de loi de finances qui pourraient avoir un impact sur les crypto-actifs en France. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Le projet de loi de finances est actuellement débattu à l'Assemblée nationale avec parfois des directions contraires qui sont prises selon les amendements et les votes qui s'en suivent. Vous suivez ça pour les crypto-actifs. C'est pas un sujet qui est beaucoup évoqué, en tout cas dans la presse, en matière de projet de loi de finances. Et pourtant, ça peut avoir des incidences sur les détenteurs de crypto-actifs en France. Effectivement, ça va avoir une incidence sur les contribuables et ça va avoir également une incidence pour le secteur, puisque alors, l'objectif est clair, c'est de faire des économies. Bien sûr. Tout le monde est mis à contribution, y compris les jeunes structures, l'entrepreneuriat, l'innovation. Et donc, de façon plus large, le Web3, qui, on le sait, et j'en renvoie à notre étude ADAN, KPMG, Ipsos, est majoritairement composé de TPE et de PME, ce qui est proposé, qui va à l'encontre de l'innovation, de l'attractivité, de la compétitivité de la France, est effectivement très délétère aussi pour notre secteur. Donc la première crainte, c'est effectivement le durcissement vis-à-vis des entreprises innovantes en France va aussi avoir un impact sur les entreprises crypto. Complètement. Et là, je regarde le texte de gouvernement avec des dispositions telles que la fin du statut des jeunes entreprises innovantes, le rabotage des BSPCE, la non-prorogation du crédit impôt innovation. Tout ça, ça n'est pas spécifique aux cryptoactifs, au Web3, mais ça va avoir un impact très important par rapport à la typologie des acteurs qui sont finalement les bâtisseurs du Web3. Et qui ont dû se mettre en marche aussi vis-à-vis de la réglementation MiCA. On en parlera peut-être dans un instant. Ça, c'est côté secteur, côté entreprise. Est-ce que côté contribuable, détenteur de cryptoactifs, il y a un impact à attendre de ce projet de loi de finances ? Complètement. Et là, il faut plutôt regarder du côté des amendements qui ont été apportés au texte du gouvernement et qui vont être plus spécifiques à l'investissement en cryptoactifs, mais qui vont être effectivement plutôt néfastes, soit pour l'adoption des cas d'usage, soit pas pour l'investissement et donc pour le contribuable. D'accord. On est ravis qu'un amendement n'ait pas été adopté qui consistait à intégrer dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière les cryptoactifs, ce qui témoignait à la fois d'une méconnaissance de ce qu'est l'investisseur français en cryptoactifs, puisqu'on est plutôt sur quelqu'un qui va investir moins de 10% de son épargne, qui va être sur des tranches de revenus plutôt basses et pas du tout sur peut-être la typologie qui pensait être visée, mais ça aurait été extrêmement délétère pour l'investissement et notamment dans une optique de financement de l'économie réelle, puisque les cryptoactifs sont un support de financement pour les entreprises que les contribuables peuvent lever et qui pallie aux autres sources de financement qui sont très difficile d'accès encore pour le secteur. Donc il y a cet amendement qui, fort heureusement, n'a pas été adopté effectivement. Il y a une autre disposition qui est prévue sur la reprise par l'administration, le droit de reprise sur les comptes qui n'ont pas été déclarés par les contribuables, des comptes à l'étranger, un allongement du délai de reprise de 3 à 10 ans pour s'aligner sur l'existant. On sait que les contribuables ne sont pas forcément très au fait de ce qu'il faut faire encore en matière de déclaration des cryptoactifs.
cryptoactifs, c'est, on le sait, un sujet jeune, c'est assez nébuleux, il faut regarder les déclarations aussi, c'est assez complexe. Et donc on comprend l'intention d'élargir ce droit de reprise. Malheureusement, ce qui n'a pas été prévu et ce sur quoi on se bat, c'est qu'il y ait une possibilité de tolérance, une cellule de régularisation, comme ça avait été mis en place pour les comptes bancaires à l'étranger il y a quelques années, parce qu'on le sait, les contribuables sont peut-être un peu perdus. Donc ce que vous demandez finalement, c'est une sorte de quelques années de droit à l'erreur quelque part, un droit à l'erreur, effectivement, sachant qu'en plus, et il y a un amendement qui a été posé également, les sanctions et les pénalités sont extrêmement importantes. Elles se matérialisent dès une omission et il n'y a pas vraiment l'intention, la bonne foi qui a été prise en compte. Or, on le sait, ça peut être extrêmement complexe et surtout quand on est un néo-investisseur, mais encore plus quand on est un investisseur peut-être de la première heure et que tous ces dispositifs, toutes ces lignes directrices n'étaient pas mises en place. Les questionnements, les discussions autour de la flat tax, autour du prélèvement forfaitaire unique, ça a un impact pour un investisseur crypto aujourd'hui ? Complètement, puisque la flat tax s'applique également aux plus-values sur crypto. Donc de la même façon, ça aurait complètement découragé l'investissement. Ça aurait été encore négatif pour l'adoption et pour le contribuable, là où il doit déjà se gérer l'ensemble de sa fiscalité et des déclarations qui sont encore une fois très compliquées. Donc on était effectivement mobilisés et on est ravis que pour l'instant ce soit un amendement qui a été rejeté également. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce projet de loi de finances qui pourraient avoir un impact sur l'écosystème crypto, sur les investisseurs crypto, ou qui manqueraient peut-être selon vous dans ce projet de loi de finances ? Complètement, puisque ce n'est pas du tout un sujet que l'on découvre. Le projet de loi de finances, on le travaille, on le prépare depuis un an. Je renvoie à notre rapport sur la fiscalité des cryptoactifs qui est sorti juste avant l'été et qui justement visait un peu à clarifier quelle est la situation aujourd'hui et apporter des propositions. Et donc en marge de cette stratégie défensive, on va dire, sur le texte du gouvernement et sur les amendements, nous avons des propositions concrètes. J'en vais en citer 3. Le report des moins-values sur les transactions sur cryptoactifs, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe pas et que l'on souhaiterait aligner sur l'existant, sur les plus-values classiques, on va dire. Ce qui veut dire que quand on fait une moins-value sur crypto aujourd'hui, on ne peut pas effectivement le reporter dans sa feuille d'impôt en fin d'année. On ne peut pas reporter une moins-value matérialisée sur une année sur une autre année. Donc, d'accord. C'est effectivement très dissuasif aussi pour l'investissement et très délétère aux contribuables. On souhaite clarifier le cadre fiscal dans lequel s'inscrivent les attributions gratuites de jetons, qui sont un dispositif très important pour favoriser le recrutement et la fidélisation de talents dans les entreprises. Et enfin, on a plusieurs propositions de simplification des déclarations, l'annexe 2086, si je suis un peu technique, mais qui aujourd'hui c'est une déclaration très limitée. Et surtout, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il soit possible de mutualiser pour un ordre, pour une journée, la déclaration d'opération, puisque cela le rend très complexe encore aujourd'hui. Très rapidement, Faustine Fleuret, on s'est beaucoup vu sur Bismart pour évoquer la préparation à MiCA. MiCA va entrer en vigueur en début d'année prochaine. Est-ce que la profession est prête ? Est-ce que tout roule quelque part pour la mise en application de MiCA au sein de l'écosystème français ? Si seulement. Alors non, effectivement, l'entrée en application de MiCA est prévue pour le 30 décembre, donc c'est très rapide. D'ailleurs, l'adoption de MiCA en elle-même était extrêmement rapide et donc la préparation des acteurs se fait quand même de façon très pressée et très pressante. Même si nous avons encore des clarifications à attendre de la part des institutions européennes ou des régulateurs français sur la façon justement où les acteurs peuvent se mettre en conformité. Je pense par exemple à aujourd'hui l'incertitude qu'ont les prestataires de services sur actifs numériques, donc les acteurs de marché, de potentiellement devoir aussi au 30 décembre appliquer la réglementation sur les services de paiement. D'accord. Quelque chose sur lequel on est extrêmement mobilisé et sur lequel on s'oppose. C'était pas du tout l'esprit d'avoir une réglementation ad hoc pour les cryptoactifs que de demander à appliquer celle sur les services de paiement. On a aussi beaucoup de questionnements sur la façon dont les régulateurs, dont les superviseurs vont gérer cette mise en application et cette mise en conformité progressive des acteurs, sachant qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de problèmes de concurrence déloyale, rien qu'en France, entre des acteurs qui ne sont pas enregistrés et qui font quand même de la publicité, et des acteurs enregistrés, des acteurs pas enregistrés qui s'adressent quand même au public français et européen. Donc on s'attend vraiment à des clarifications sur quels vont être les moyens qui vont être ceux des acteurs publics pour cette lutte contre la concurrence déloyale. Et quand on parle de MiCA, on oublie souvent la suite, c'est-à-dire on attend pour la fin de l'année des rapports, notamment qui vont clarifier qu'est-ce que va être la réglementation de la finance décentralisée, qu'est-ce que va être la réglementation des NFT, les jetons non fongibles. Donc MiCA, ce n'est qu'un premier pas. On parle beaucoup d'EPSAN, mais il y a tout le secteur du Web3 qui risque d'être concerné.
Merci beaucoup Faustine Fleuret de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ADAN. Je rappelle également qu'aujourd'hui sort un livre que vous avez écrit, Droit des cryptoactifs, qui parle de droit mais aussi de fiscalité en matière de cryptoactifs. Oui, avec mes co-auteurs William O'Rourke et Alexandre Lourimi. Donc on espère que ça va faciliter la vie des entreprises aussi. Merci beaucoup Faustine Fleuret. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux droits de succession et aux éventuelles évolutions qui pourraient concerner les successions en France. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez Gfineo et à vos côtés, on a le plaisir d'accueillir également Pierre-Elliott Blum. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Vous êtes avocat associé spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Alors, si on se pose la question de l'évolution des droits de succession, c'est que ça fait partie des sujets débattus au sein du projet de loi de finances actuellement à l'Assemblée nationale. Peut-être première question pour vous deux, la même pour vous deux. On va commencer avec vous, peut-être Pierre-Elliott Blum puis Guillaume Essette. Comment on se sent en tant que professionnel de la fiscalité quand on voit effectivement un projet de loi de finances, j'allais dire, et ça n'engage que moi, mais qui part un peu dans tous les sens, entre les échanges qu'on peut avoir entre le gouvernement, la commission des finances et ce qui finalement est voté à l'Assemblée nationale, et qui laisse quand même entendre qu'il va y avoir un durcissement de la fiscalité, même si on a du mal à comprendre réellement à quoi ça va ressembler in fine. Alors c'est un jeu assez complexe puisque évidemment que nos clients nous interrogent durant cette période sur les impacts du projet de loi de finances, et donc on n'est pas complètement perdu, mais on est un petit peu dans le flou parce qu'on n'est pas en mesure à ce jour d'anticiper ce qui va être voté, ce qui peut passer aussi par le biais du 49.3, et donc on est un petit peu en attente comme tout le monde. Alors on peut évidemment conseiller nos clients sur des choses à anticiper, sur les risques qui pourraient arriver pour l'année prochaine, mais on n'est pas certain dans nos conseils à ce stade sur qu'est-ce qui va être définitivement voté à la fin de l'année. Guillaume Essette, c'est ça le constat actuel, c'est en même temps il faut essayer d'anticiper un maximum et on n'a aucune certitude à l'heure actuelle. Alors oui, bien sûr, on n'a aucune certitude puisque le jeu parlementaire est complexe et qu'il est loin d'être terminé. Il y a quand même une tendance. La tendance, c'est en général plutôt à l'alourdissement qu'à l'allègement de la fiscalité. Ça a été affiché clairement. Voilà. Ensuite, pour le sujet spécifique des droits de succession, en fait, quand on regarde le rapport de la Cour des comptes, dont le Parlement va peut-être s'inspirer au moins en partie, ce que propose la Cour des comptes, ce n'est pas un durcissement de la fiscalité, c'est à recette constante pour l'État de redistribuer les cartes. C'est-à-dire... Là, on parle d'un rapport donc de la Cour des comptes qui a été présenté à la Commission des finances de l'Assemblée nationale fin septembre, effectivement, et qui laisse entendre qu'on pourrait y avoir une réforme sur les droits de succession et qui pourrait durcir un petit peu quand même le sujet. Mais ce que vous dites, c'est à recette constante. Pas pour tout le monde, d'accord. En tout cas, c'est le projet initial de la Cour des comptes. Comme on a par ailleurs un problème de déficit public qu'il va falloir combler d'une façon ou d'une autre, ça peut être tentant pour le législateur de profiter de cette réforme pour augmenter les recettes. Mais finalement, notre rôle, et c'est ce que disait Pierre-Elliott Blum, notre rôle, c'est de garder les options ouvertes pour nos clients, parce que l'inaction est rarement une bonne solution. Et on se doit d'avancer, mais on se doit d'avancer sans se fermer de porte, parce que finalement, d'ici quelques mois, on y verra peut-être un peu plus clair sur l'évolution des stratégies à mettre en œuvre, notamment en termes de planification de succession. Pierre-Elliott Blum, donc il y a effectivement ce rapport de la Cour des comptes qu'a mentionné Guillaume Essette. Ça, c'est une théorie proposée par la Cour des comptes, présentée à la Commission des finances. Puis il y a le début de la pratique, ce qui effectivement tend à voir le jour au sein des échanges qu'on peut avoir sur le projet de loi de finances. Qu'en est-il en matière de succession ? Moi, j'ai noté effectivement qu'on allait pouvoir permettre une transmission anticipée de l'assurance vie, par exemple. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça, c'est une première chose qui va dans le bon sens. Il y a cette idée aussi d'abattement en ligne directe qui serait relevé de 100 000 à 120 000 euros. On serait plutôt, sur ces deux premiers exemples, vers un allègement ou une facilitation quand même en matière de droit de succession. C'est l'arbre qui cache la forêt ? Je pense que c'est plutôt
plutôt, comme disait Guillaume Essette, l'arbre qui cache la forêt. D'accord. On est plutôt sur un durcissement a priori des droits de succession, puisque la situation des finances publiques n'est pas au mieux. Et donc il y a deux possibilités, soit augmenter les prélèvements obligatoires, soit baisser les charges publiques. Et donc le choix a été plutôt porté sur la première option. Exactement. Et le choix des parlementaires est plutôt opté sur la première option. Et donc se pose la question de venir rajouter une sorte d'équité en termes de droits de succession et surtout de mettre fin à certaines niches fiscales, comme certains parlementaires l'appellent, qui touchent principalement le pacte Dutreil et l'assurance vie. Quand on parle aujourd'hui du pacte Dutreil, le pacte Dutreil a été mis en place en 2003 pour faciliter les transmissions d'entreprises et par le biais de ce mécanisme, certains dirigeants peuvent transmettre leur entreprise individuelle ou entreprise société normale, classique, avec un abattement, une exonération de 75% de la valeur. Ce qui permet... Sous condition. Sous condition, évidemment. Alors, il y a des conditions très strictes qui doivent être respectées, mais malgré tout, quand on met en place ce régime-là, on a 75% d'abattement, donc d'exonération de la valeur. Donc, finalement, on n'est taxé que sur 25%. Et donc, le rapport de la Cour des comptes est venu souligner le fait que seule une partie des contribuables pouvaient bénéficier de ce régime-là, principalement les entrepreneurs un peu plus aisés, et que du coup, dans un souci d'équité, il souhaiterait ou il recommanderait de venir modifier ce régime particulier. On a des indices aujourd'hui sur le fait que ça pourrait effectivement avancer dans cette voie ? Alors des indices, certains parlementaires, on a plusieurs amendements qui ont été déposés et qui ont été discutés. Certains ont été votés d'ailleurs. Le gouvernement est plutôt contre, puisque le gouvernement souhaiterait maintenir une certaine facilité de transmission d'entreprise pour garantir, si vous voulez, les transmissions d'entreprise, le plein emploi en France. Donc on serait plutôt sur des parlementaires pour, mais un gouvernement contre. Donc encore une fois, c'est une indécision et donc on va savoir assez rapidement ce qui sera le sort du pacte Dutreil. Guillaume Essette, ça peut changer pas mal de choses quand même pour des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour la pérennité d'activités familiales qui pourraient avoir un impact sur l'emploi ou autre. C'est pas sur ça que je vous demande de réagir, mais sur la stratégie patrimoniale derrière qu'on peut mettre en place quand on anticipe que ça peut évoluer d'ici la fin de l'année, cette possibilité, cette facilité de transmission d'entreprise. Alors sur la stratégie patrimoniale pour le chef d'entreprise qui veut transmettre, il faut revenir, je pense, aux origines, à l'origine de la loi. L'intention du législateur, c'était de permettre la continuité d'activité de ces entreprises sans forcer le dirigeant ou ses héritiers à céder l'entreprise pour payer notamment les droits de succession sur la valeur de celle-ci. Donc ça, je ne pense pas que ça soit un principe qui soit remis en cause. C'est simplement dans les modalités d'application. Il est vrai qu'il est tentant pour un chef d'entreprise qui bénéficie du dispositif, au sein de son entreprise, au-delà de l'exploitation commerciale ou industrielle, libérale, classique, de loger des actifs plus patrimoniaux, de loger peut-être de l'immobilier ou différents autres actifs qui ne sont pas directement liés à l'exploitation de l'entreprise. Et me semble-t-il, c'est là-dessus qu'il est possible que les conditions deviennent beaucoup plus restrictives, de façon à éviter, aux yeux du législateur, que le chef d'entreprise bénéficie de cet abattement aussi pour des actifs qui sont assez indirectement reliés à l'exploitation de l'entreprise en elle-même. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on soit tous très attentifs. Pacte Dutreil, c'est très bien. Attention à la mise en œuvre. Attention à ce qu'on met réellement dedans, parce qu'il pourrait y avoir une analyse un peu plus fine de ce qu'on accepte ou non au sein d'un pacte Dutreil. C'est ce que vous dites. C'est le sens du rapport de la Cour des comptes. Et me semble-t-il, ça serait une façon de limiter le coût pour les finances publiques tout en conservant l'esprit de la loi. Après, le diable est dans les détails et il faudra du temps pour voir comment évoluent les instructions fiscales à ce sujet. Pierre Yotblum, l'assurance vie, vous l'avez mentionné, c'est effectivement l'autre mécanisme, l'autre véhicule d'investissement dans le viseur de ce rapport. À quoi faut-il s'attendre ? Puisque je le disais tout à l'heure, pour l'instant, les premiers amendements qu'on voit dans la presse et qui ont été votés laissent plutôt entendre qu'on simplifie quelque part l'usage de l'assurance vie, notamment avec la possibilité de le transmettre de son vivant aux bénéficiaires en ligne directe.
Alors il y a effectivement cette règle de simplification qui pourrait voir le jour, mais il y a aussi surtout une réforme assez générale du régime fiscal de l'assurance vie, puisque aujourd'hui l'assurance vie bénéficie d'un régime assez intéressant en matière de fiscalité, puisqu'on est sur ce qu'on appelle un droit sui generis, donc ça échappe sous certaines conditions au droit de succession. Et donc, on a des règles très particulières avec une exonération, un premier abattement de 152 000 euros versus 100 000 euros en ligne directe quand on est sur une succession classique. Et ensuite, on a des taux avantageux jusqu'à un certain seuil, mais on est plafonné à 31,25%. Le projet, ou du moins certains amendements, envisagerait de venir réformer, donc d'aligner la fiscalité de l'assurance vie sur celui de la succession en ligne directe. Avec toujours. Mais pour l'instant, ça n'a pas trouvé. Ça n'a pas trouvé encore. Bon, alors, ça n'a pas été voté, ça c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est en discussion et qu'un certain nombre de parlementaires envisageraient fortement, d'ailleurs des deux camps, que ce soit à gauche ou à droite, de mettre en place une telle réforme pour aligner la succession, les droits de succession en matière d'assurance vie sur celui des successions classiques en ligne directe. Et ça pourrait avoir un impact beaucoup plus conséquent quand même en matière de gestion de son patrimoine, Guillaume Essette, et que ce soit de choix réalisés de son vivant et évidemment en matière de succession. Alors oui, en particulier pour les gros capitaux, puisque le principe de l'abattement de 152 000 euros par bénéficiaire, c'est-à-dire, si on prend l'exemple classique de parents qui ont, disons, 3 enfants, 2 parents, 3 enfants, ça peut faire 6 fois 152 000 euros d'abattement, ce qui est déjà intéressant. Bien sûr. Néanmoins, au-delà de 152 000 euros par bénéficiaire, les discussions qui sont en cours et dont on verra l'issue, envisagent de passer au barème progressif des droits de succession classiques, ce qui dépasse. Au-delà de 152 000 euros par bénéficiaire. Alors, aujourd'hui, on est à 20%, puis ensuite à 30%. Sur ce qui dépasse des 152 000 euros en assurance vie. Oui. Pour des patrimoines un peu importants, on est rapidement dans une tranche à 30, voire à 40% de droits de succession en direct. Sur ce qui dépasse. Donc, il va y avoir, selon les cas, une révision des stratégies patrimoniales en vue d'une succession à mettre en œuvre si ces dispositifs passent, en particulier pour les capitaux les plus importants. À noter quand même que, bien sûr, c'est tentant pour le législateur d'augmenter les recettes publiques de cette façon, tout en s'adressant principalement aux ménages les plus aisés. Néanmoins, l'assurance vie est quand même une source de financement de la dette publique extrêmement importante. Donc il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des discussions un peu serrées avec Bercy sur ça ferait rentrer peut-être un peu plus d'impôts, bien qu'ils seront certainement mis en œuvre par les plus gros patrimoines d'autres mécanismes pour favoriser leur transmission, mais aussi si ça a pour effet de diminuer les encours d'assurance vie qui financent la dette publique, c'est pas forcément souhaitable au global. Donc oui, on va voir comment des fonds euros, effectivement, sur lesquels sont massivement investis les assurances vie en France, ça pourrait avoir un impact sur les encours et donc sur l'achat de dette française quelque part. Absolument. Donc on va voir comment tout cela s'équilibre, puisque c'est un sujet qui peut avoir des effets de second tour assez importants. Ce qui est certain, c'est que pour nous, en tant que praticiens, une famille qui a des capitaux importants en assurance vie, souscrit avant 70 ans, versé avant 70 ans, et donc qui envisage de bénéficier de ce système. Si le système change, une réflexion sera engagée, et l'assurance vie, c'est réversible. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, à 80 ans, si on estime que c'est plus la meilleure solution, décider de faire autrement pour préparer. Pierre-Elliott Blum, très rapidement, le fait que l'assurance vie soit massivement investie en fonds euros, ça peut être une sorte de bouclier de protection en matière de fiscalité, ou il ne faut pas compter dessus à l'heure actuelle ? Ça peut être une protection, comme disait Guillaume Essette, l'argent investi massivement en contrat d'assurance vie permet de financer des développements de l'État, de la vie publique, de la dette, et donc effectivement c'est un bouclier qui pourrait permettre d'éviter une telle réforme. Bon, je rappelle qu'on n'a pas encore de certitude sur le sujet, mais on commente effectivement les informations qu'on a au jour le jour. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Guillaume Essette, directeur associé de Gfineo. Merci Pierre-Elliott Blum, avocat associé spécialisé en fiscalité au sein de l'UMA Avocat. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.
Y a-t-il un effet ciseau en matière d'immobilier? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et alors on va évoquer avec vous l'idée de savoir s'il y a ou non un effet ciseau sur l'immobilier. Peut-être qu'on peut rappeler rapidement le principe de l'effet ciseau, Jérémy Chor. L'effet ciseau, c'est quand on a deux courbes qui se croisent. Et dans l'immobilier, c'est un phénomène où on a d'un côté les rendements et les prix qui évoluent de manière différente. Et aujourd'hui, ce serait le cas. Pourquoi? Parce qu'on voit par exemple le coût de financement, le coût du crédit qui repart à la baisse et ça pourrait commencer à expliquer un début d'effet ciseau. Oui, aujourd'hui, on est complètement dans cet effet ciseau puisqu'on constate plusieurs facteurs. Alors, il y a 3 points. D'abord le crédit, ensuite les prix et ensuite les rendements. D'accord. Je vais commencer par le crédit. Le crédit, on a une situation qui a été compliquée puisqu'on a eu des hausses de taux successives depuis juillet 2022 Bien sûr. qui ont fait monter assez fortement les taux du crédit. Et depuis cette période-là, on a forcément un ralentissement de la demande et de la production de crédit. Au point le plus bas, en mars 2024, et depuis mars 2024, la situation s'améliore un petit peu, le ciel s'éclaircit sur le crédit et on a une demande qui s'est fortement redressée puisque aujourd'hui c'est plus avantageux forcément pour des épargnants d'avoir recours au crédit. Les taux ayant baissé, on a aujourd'hui plus de pouvoir d'achat quand on fait du crédit et on a encore une grande marge de progression puisque la production a quand même été divisée par 3 depuis la période juillet 2022, quand on était au plus haut avant que la BCE n'augmente successivement ses taux. Alors là, on revient effectivement dans une situation un peu plus confortable, mais qui reste plus élevée en matière de crédit que ce qu'on a connu effectivement en 2019 ou 2020. Mais en fait, si on parle d'effet ciseau, c'est parce qu'il faut cumuler ce facteur à 2 autres facteurs, vous l'avez dit, prix et rendement, et c'est là effectivement où on se rend compte que ça peut fonctionner. Donc en fait, c'est sur maintenant c'est sur le facteur baisse des prix où il faut se poser la question de voir quel a été l'impact quelque part de la hausse du crédit sur les prix à l'heure actuelle. Exactement, puisque ces hausses de taux successives ont mécaniquement fait baisser les valorisations de certains actifs. On a notamment les actifs de bureau dont on parle beaucoup, les grands actifs monolocataires dans les grandes villes ou en périphérie des grandes villes qui ont très fortement décoté, parfois de 40 ou de 50%. Donc on a des baisses de prix qui ont été très très fortes sur ces actifs-là. Alors ça fait depuis maintenant 2020 qu'on a des prix de l'immobilier qui baissent, alors qu'on avait connu une période 2015-2020 où les prix de l'immobilier avaient fortement augmenté. Bien sûr, oui. Depuis 2020, ça baisse continuellement, mais on constate aujourd'hui que cette baisse, elle se ralentit. Elle ralentit de mois en mois et on pense qu'on arrive assez proche du point le plus bas, ce qui laisse donc présager une hausse de nouveau à venir sur les valorisations de l'immobilier. Mais donc on a des taux qui baissent, on a les valorisations des actifs qui ont fortement baissé, et à côté de ça, on a des rendements, eux, qui augmentent. D'accord. Mécaniquement, les rendements augmentent puisque les prix ont baissé, c'est ça? Alors, puisque les prix ont baissé et que les loyers n'ont pas bougé. D'accord. Alors, je vous le rappelle, chez Prime Alliance, on fait beaucoup de SCPI, on est expert sur le sujet des SCPI, et donc l'objectif d'une SCPI, c'est de servir des compléments de revenus, qui sont indexés, bien sûr, sur les loyers que perçoit la société de gestion. Et ces loyers n'ont pas baissé, voire ils ont augmenté, puisque les loyers sont souvent indexés sur différents indices, et ils suivent un peu cette inflation également. Bien sûr. Donc on a des prix qui ont baissé alors qu'on a des loyers qui ont eux augmenté. Et on a aujourd'hui des rendements qui sont beaucoup plus élevés. On le constate puisqu'on analyse les bulletins trimestriels de nos partenaires, les sociétés de gestion, qui publient tous les trimestres un peu la vie de la SCPI, qu'ont-ils collecté, qu'ont-ils acheté avec ça, etc. Et je vais vous donner quelques exemples d'actifs récemment achetés. Et vous allez voir que les rendements ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on avait il y a 2 ou 3 ans. Si tant est qu'on a les bons actifs aux bons endroits, quand même, précisons-le. Bien sûr, l'objectif d'une SCPI, c'est d'encaisser des loyers. Donc pour ça, ce sont quand même des professionnels de l'immobilier. Les SCPI existent depuis plus de 60 ans. C'est des gens qui achètent des actifs normalement bien situés pour être loués, puisque c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir un loyer pour distribuer du rendement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate comme rendement sur les derniers actifs qu'on a achetés? J'ai pris plusieurs exemples sur plusieurs classes d'actifs et sur plusieurs secteurs géographiques pour vous montrer que c'est aussi ce qui entraîne aujourd'hui les sociétés de gestion à être de plus en plus diversifiées. Premier exemple, rendement sur des commerces à Avignon, où on est sur un rendement acte en main à 9,6%. D'accord.
Il y a quelques années, on était encore sur des rendements plutôt autour de 5 ou de 6%, ce qui permettait de distribuer du 4. Aujourd'hui, quand on a des rendements qui sont de l'ordre de 8 ou 9 ou 10%, forcément, ça va permettre de distribuer des rendements entre 7 et 8%. Le deuxième exemple, des hôtels au Royaume-Uni, avec un bail ferme de 10 ans, ce qui permet de sécuriser les revenus quand même sur une longue période, achetés sur un rendement acte en main à 11,75%. Et le dernier exemple, des locaux d'activité en Espagne, là aussi assis sur un bail ferme de 10 ans, avec un rendement acte en main de 8,5%. On voit donc qu'il y a un effet ciseau selon vous actuellement sur l'immobilier, et on finira là-dessus. On constate donc qu'il y a un effet ciseau et ça permet donc d'augmenter la prime de risque de l'immobilier. La prime de risque, c'est le rendement qui est distribué comparé à un OAT 10 ans par exemple. Ce taux-là augmente et donc ça encourage les épargnants à investir à nouveau sur l'immobilier. Merci beaucoup Jérémy Chor de nous avoir accompagnés donc dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.